J'aime quand il y a la guerre, j'aime quand il y a de l'opposition, tu vois. J'arrivais pas à me dire que quelqu'un peut être plus fort que moi, tu vois. S'il y a un gars qui va me finaliser, je vais rentrer chez moi, je vais même pas parler et tout. Et tant que je me serais pas occupé de lui, tu vois, ça ira pas. Autant que c'est comme ça m'impacte mentalement à ce niveau-là, tu vois. Et c'est quoi le plus gros coup de pression que tu as dû mettre à un mec en tant que videur? Ce que j'aimais bien faire, c'était étrangler quand vraiment le mec qui commence à mettre des coups de poing dans tous les sens, tout ça. Pour éviter d'avoir à le frapper, tout ça, j'étranglais. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. On est aujourd'hui avec Virgil Haugen et c'est une complète, donc là on va tout simplement tout savoir sur toi et on va te poser la question de depuis que t'es petit jusqu'à maintenant et comme ça, après cette interview, normalement vous connaîtrez beaucoup plus sur une des pépites du MMA français, Virgil Haugen. Tout simplement déjà, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton parcours, de où t'es né, voilà, tu fais un petit condensé. Du coup, je suis né à Toulouse et j'ai grandi vers Perpignan, Saint-Cyprien, Canet, tout ça. J'ai commencé les sports de combat avec le judo, j'avais 4 ans et demi, 5 ans. Et mon entraîneur, c'était mon beau-père. Donc rapidement, j'ai fait des compétitions, j'ai fait pas mal de compétitions de judo. J'étais en sport-études quand j'étais au lycée, en pôle espoir. Et le judo, tu sais, j'avais l'impression que des fois, tu vois, je perdais des combats sur une pénalité parce que je tenais la manche comme ça, au lieu de la tenir comme ça. Et je me disais, attends, c'est pas ça ma vision des sports de combat, tu vois. Je me dis, attends, lui, j'ai perdu contre lui pour ça, mais si je me bats avec lui, je le gagne, tu vois. Et du coup, j'avais cette frustration, tu vois, qui montait. Et j'ai fait une petite transition par le sambo. J'avais envie de faire du MMA, mais c'était pas du tout comme maintenant. C'était pas légalisé, c'était pas démocratisé, tout ça. Donc, et puis moi, j'étais dans une famille de judoka, tu vois, ils voyaient un peu ça d'un œil. Ouais, c'est ça. Ils étaient pas après ce qui est normal, je pense. Hein. Et du coup, j'ai fait une petite transition avec le sambo. Donc, j'ai fait un an et demi de sambo. J'ai eu une bonne petite expérience, j'ai fait les championnats du monde, les championnats d'Europe, c'était pas mal. Et le niveau en France, ça n'a rien à voir avec le niveau à l'international. Hein. Ouais. Et après, j'ai déménagé sur Nice, donc pour rejoindre ma copine avec qui je suis depuis que j'ai 17 ans, c'est comme je disais tout à l'heure. Et du coup, quand je suis arrivé là-bas, dans tous les cas, il fallait que j'aille dans une grande ville et j'avais fait 2 ans à distance avec elle, donc je suis allé là-bas. J'ai fait mes études de STAPS et je me suis dit, c'est maintenant je suis dans une grande ville, go, on part sur le MMA. Et c'est là que j'ai rencontré Aldric, Axel, tout ça. Et depuis, je suis avec eux. Et t'étais bagarreur ou pas quand t'étais petit ou c'est simplement, t'as commencé le MMA parce que compétitivement t'aimais ça et savoir que tu peux battre les personnes dans un combat qui est plus libre. Mais est-ce que t'étais bagarreur à côté ? J'ai toujours été, bagarreur. J'ai toujours aimé la confrontation physique. Moi, j'avais des copains, c'était toujours bagarre, c'était toujours on se poussait, j'arrivais, il fallait qu'il y ait toujours bagarre. Il y avait la pause, on posait les sacs, on allait se bagarrer. Et même au lycée encore, on se tapait comme ça et tout. Donc ouais, j'ai toujours aimé cette confrontation physique et la bagarre, tout ça, tu vois. Ok. Mais c'était plus dans le sens, tu t'aimes ça et quand ça cogne, etc. Mais t'avais pas genre, c'est une haine au fond de toi, une colère. Non, pas juste, du tout. Tu kiffes ça, quoi. Non, c'était pas en mode je voulais me battre dans la rue avec des inconnus. Ouais. Je voulais avoir cette confrontation, je kiffais ça, je kiffais l'échange, tout ça, tu vois. Et du coup, à partir du moment où tu as commencé ça sérieusement et puis où tu t'es mis avec Aldric, comment est-ce que ça s'est fait jusqu'à maintenant où là, donc tu combats à Arès, tu commences à affronter des mecs ultra solides, les perspectives commencent à être de plus en plus réelles et intéressantes. Comment ça s'est passé ? Est-ce que là, tu as su dès le début, ok, maintenant je veux devenir combattant pro en MMA et je vais tout faire pour, ou ça se fait naturellement, organiquement Ah non, moi, dès que j'ai commencé le MMA, j'ai toujours eu ce truc où j'ai toujours voulu être le plus fort, tu vois, de me dire, j'arrivais pas à me dire que quelqu'un peut être plus fort que moi, tu vois. Et du coup, je savais que le MMA, déjà, c'était le summum pour savoir ça. Et non, dès que je me suis lancé dedans, c'était pour performer, tu vois. Ouais. Après, j'ai eu, bien sûr, il y a eu des passages. Donc, j'ai commencé au boxing squad. Je suis sorti, on va dire, des cours collectifs. Et après, j'ai commencé un peu les cours pro. Et petit à petit, après, j'étais en équipe de France amateur. Après, j'ai fait des petits combats de pancrace, karaté mix,
même de karaté contact pour avoir juste les phases de percussion, tout ça, où j'avais un petit peu de retard, tu vois, par rapport au sport de préhension. Et après, comment je voulais passer pro à peu près à la période du Covid, tu vois. Et finalement, ça s'est fait juste après, et je pense tant mieux, parce que ça s'est fait à une période où le MMA a un peu explosé en France, on va dire. Ouais. Donc c'est plus évident de combattre là, sur des organisations comme l'ARES, plutôt que partir à l'étranger comme ont dû faire les autres avant, tu vois, à chaque fois. Donc quand on l'a senti avec Aldric, parce que je suis passé pro, et puis moi je savais que le moment où j'allais passer pro, c'était en mode là maintenant il faut faire le taf, il fallait que je sois prêt, et c'était ligne droite, tu vois. Ouais. En 1 an, j'ai fait 4 combats. J'ai commencé ma carrière professionnelle avril de l'année dernière. Donc en 1 an, j'ai fait 4 combats. Le but, c'est de continuer sur cette lancée, tu vois. Ouais. Donc voilà. Et tu as été entraîné aussi, on en avait déjà parlé, avec Khamzat, tu as été au All-Star en Suède. Et t'entraîner avec le plus haut niveau mondial, là, maintenant que tu y as goûté, en plus, bon, tu t'entraînes avec Aldric aussi en tant qu'entraîneur, qui est lui-même un entraîneur de classe internationale. Mais maintenant que tu as goûté à ça, c'est devenu plus palpable pour toi, parce que c'est des gros gabarits aussi à All Stars, c'est devenu plus palpable pour toi que « Ah ouais, ok, je peux traîner avec des gars qui sont de niveau mondial ?» Ouais, bien sûr. Après, moi, je suis très humble, tu vois, mais j'ai toujours… c'est une balance, tu vois. J'ai ce côté hyper humble, j'ai ce côté où je me dis non, je suis plus fort et tout, tu vois. Je pense qu'on l'a un peu tous. Mais ouais, j'ai bien vu que c'était pas… C'est loin, mais en même temps, c'est pas si loin que ça, tu vois. Il y a du chemin à faire, mais je sais que je peux largement le faire. Et là, pour le futur, donc là, tu as un gros combat qui arrive à Ares 16. Tu nous disais que c'est un kickboxer qui est redoutable, mais que tu as quand même des armes. En plus, il est agressif pour normalement pouvoir le contrer. Est-ce là, le type de profil qui te fait le plus peur, ce serait quoi pour les combats à venir ? Honnêtement, il n'y en a pas. Après, moi, là, je prends mon début de carrière vraiment comme une prise d'expérience, tu vois. Comme une prise d'expérience, et au plus j'ai de profils différents, au mieux ça va être, tu vois. Après, ça va dépendre aussi du gars, tu vois. Tu vas avoir des kickboxers qui vont être agressifs, d'autres un peu plus passifs, tu vois. Et je pense que je saurai avec le temps le style qui me convient le moins et le style qui me convient le plus. Mais pour l'instant… Ouais, tu fais comme ça, et tant que ça marche… Voilà, c'est ça. Et quand on entend du coup des personnes comme Fernand qui disent, eux, ils n'ont même pas peur de dire « je le vois dans le top 10 de l'UFC », ça te fait quoi d'entendre ça ? Ça fait plaisir, hein. Ça fait toujours plaisir, mais après, comme je disais tout à l'heure, je suis très humble, et j'ai toujours ce truc qui me dit on y est presque, mais il y a encore beaucoup de chemin, tu vois. Donc faut travailler, et après les résultats parleront d'eux-mêmes, tu vois. Je laisse le temps faire. Ouais. Moi, tout ça, ça me fait plaisir, mais je le prends, je le mets de côté, tu vois. J'ai pas ça en tête constamment. Et c'est le sport que tu kiffes en lui-même, ou est-ce que tu es aussi passionné de MMA à côté, genre tu te gaves de combat, tu as des combattants que tu kiffes, comment ça se passe ? Ouais, je vais pas dire que je suis comme Cyril Gane, mais pas loin, tu vois. Je vais pas être le gars qui va sortir le plus de noms, tout ça. Je regarde les combats de temps en temps, tu vois, surtout quand il y a des gros combats ou quoi, où j'ai des passages où je vais regarder des combats, mais je suis pas le mec le plus calé là-dessus. Ouais, t'es pas le plus assidu, les UFC, tu suis pas ça de très très près. En général, un UFC, je vais toujours regarder un peu les combats, tu vois, la main card, ou s'il y a des combats qui m'intéressent. Ouais. Mais je regarde pas tous les combats tout le temps, tu vois. Et du coup, pour progresser, pour en t'inspirer, trucs comme ça, en fait, c'est du coup tu laisses ça à Aldric, ou toi tu le fais naturellement à l'entraînement, ou c'est pour avoir des trucs où tu dis ah ouais, ça c'est vraiment un truc de ouf, je peux peut-être apprendre à faire ça en regardant des combats. Ça du coup tu le fais comment, ou ouais, si ça je le fais, et surtout je vais le faire sur des phases où je vais m'entraîner, tu vois, par exemple quand je vais être blessé ou même des petites blessures, tout ça. Là je vais faire beaucoup de visualisation, tout ça. Okay. Donc ça va être à des moments, tu vois. Mais en plus, c'est un travail qui m'aide pas mal, tu vois. Surtout, moi, j'arrive bien à remettre ce que je vois et à l'adapter rapidement, tu vois. Ouais. Donc limite, je me dis que je devrais plus regarder de trucs. Mais la vie fait que quand je rentre chez moi le soir, je me pose et soit je joue, soit je regarde une série, et après je m'endors, quoi. Et d'ailleurs, tu nous disais que tu joues à Minecraft et tu kiffes ça ? Ouais, c'est des périodes, tu sais, j'ai des périodes où je vais jouer à des jeux, mais Minecraft, ouais, j'y joue depuis longtemps.
et je joue de temps en temps, mais ouais, c'est des jeux comme ça, je pars, je reviens sur Minecraft. Non, j'aime Ouais, bien. parce que tu nous disais que tu te lasses facilement par contre. Et d'ailleurs, ça, c'est de manière générale dans la vie ou c'est juste quand tu as des activités, des jeux, trucs comme ça, bon voilà, ça te saoule. Ou est-ce que de manière générale, et la raison pour laquelle je demande ça, c'est aussi par rapport au MMA, mais est-ce que de manière générale, si un truc à un moment donné, tu as l'impression soit d'avoir fait le tour ou que ça t'intéresse moins, tu passes à autre chose et vu que tu n'es pas passionné de MMA, est-ce que tu n'as pas peur que ça puisse arriver un truc comme ça? En fait, je suis pas passionné de MMA, c'est pas vraiment ça. En fait, je suis passionné de... Tu sais, des fois, je dis aux gens, par exemple, quand j'ai des potes sportifs et tout, qui vont s'entraîner tout le temps, régulièrement et tout, franchement, moi, si j'avais pas l'objectif du MMA, j'y arriverais pas. Donc, je dis aux gens, je suis pas un sportif, je suis un combattant. Tu vois, donc en fait, le combat pour moi, c'est plus fort que moi. Il faut que j'en fasse, tu vois, sinon je me sens pas bien. Je suis en dépression, tu vois. Si j'ai pas cette interaction physique avec des gens, je suis mal, quoi. Et ton objectif, du coup, c'est de devenir le meilleur combattant possible, mais est-ce que tu as des objectifs plus précis déjà? Peut-être l'UFC, peut-être des gens que tu veux affronter, c'est quoi ce que tu veux accomplir? On va procéder par étapes. Là, à très court terme, on va dire, c'est continuer à engranger de l'expérience sur mes combats. Court moyen terme, c'est de prendre cette ceinture de l'ARES, des middleweight. Et après, bien sûr, c'est d'aller dans la meilleure organisation, donc l'UFC, si possible. Et au niveau des combattants, c'est de prendre les meilleurs, hein. Monter, gagner, et voir prendre qui les c'est meilleurs. Ouais, c'est ça. Et il y en a qui t'impressionnent ou que tu suis quand même, que ce soit en middleweight ou ailleurs? En middleweight, il y a Adesanya qui est impressionnant. J'aimais bien Paolo Costa, tu vois, mais bon, après, c'est un mec un peu bizarre, tu vois. Mais j'aimais bien, il m'impressionnait par son physique et tout ça, tu vois. Et puis Khamzat aussi qui est impressionnant, tu vois. À voir, en plus, il va sûrement monter en middleweight. Donc, peut-être que vous retrouverez un jour, hein, qui sait. Ce serait la meilleure fin possible, ça. Et dernière question, et après on va aller un petit peu plus sur toi et les à côté du MMA, mais tu as combattu Khamzat en sparring, et donc forcément ça devait être des guerres, et tu en avais parlé, c'était des guerres, tu avais raconté les anecdotes. Toi, c'est quelque chose que tu kiffes aussi, au-delà du fait que tu veux prouver que tu es le meilleur et savoir même pour toi que tu es le meilleur combattant. Est-ce qu'à côté de ça, c'est aussi juste, si c'est des guerres, tu kiffes ça, ou tu veux dominer tout le monde et du coup moins t'as de guerre, mieux c'est? Qu'est-ce que tu préfères? Moi je vais à la confrontation. J'aime quand il y a la guerre, j'aime quand il y a de l'opposition, tu vois. J'aime quand c'est dur, et des fois ça m'est arrivé, par exemple, s'il y a un gars qui va me finaliser, je vais rentrer chez moi, je vais même pas parler et tout. Et tant que je me serais pas occupé de lui, tu vois, ça ira pas. Autant que tu vois, c'est comme ça m'impacte mentalement à ce niveau-là, tu vois. Ouais, ça va vraiment te rester en tête, et tu peux pas être serein tant que tu lui auras pas parlé, quoi. Ouais, c'est ça. Si c'est pas quelqu'un avec qui je m'entraîne tous les jours ou quoi, si c'est un mec qui vient dans la salle, qui reste une semaine, tu vois, qu'Aldric fait venir en sparring et qui me bat sur un truc, ou même qu'il arrive à me finaliser ou quoi, ça va me rendre fou, tu vois. Ça t'est déjà arrivé? Donc un gars qui arrive, il reste quelques jours, il te bat sur un truc, et après soit il s'en va et t'as pas l'occasion de le revoir, et ça te reste sur la... Mais genre... Non, à part le truc, en Suède avec Khamzat, après on a fait juste même pas 2 minutes de sparring, et après c'était des phases de cache contrôle, tu vois. Et à part lui, sur les phases de cache contrôle où vraiment c'était fort, tu vois. Ça m'est pas arrivé qu'il y ait quelqu'un qui vienne et qui te mette à l'amende au point où... Ok. Et alors pour sortir un petit peu du MMA, tu nous racontais juste avant, on discutait, tu nous racontais que des trucs que c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais il y a quelques années, on t'avait même proposé de pourquoi pas être escort boy. Ouais, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. En fait, c'est les réseaux sociaux, il y a toujours des gens bizarres, et en fait c'était un gars qui fait des photos pour des magazines gays, tout ça. Il avait pris une photo de mon Insta où j'étais torse nu, et en fait il l'avait mis dans sa story, ou je crois même qu'il l'avait mis en publication, et du coup j'ai eu plein de messages et tout ça, et des propositions étranges. Et du coup, tu disais qu'en plus, donc t'avais même pas commencé le MMA, t'avais même pas encore le côté... parce que là, du coup, si tout se passe bien, en MMA, tu auras des bonnes payes d'ici quelques combats, et puis même maintenant.
Mais du coup, c'était il y a quelques années, tu n'avais même pas encore commencé, tu n'avais pas forcément cet objectif, et ils te proposaient en plus des bonnes payes, quoi. Ouais, mais bon, moi, jamais j'aurais dit oui après. mais du coup, c'était quoi les chiffres, savoir combien ils te proposaient? Je sais plus exactement, mais c'était des gros trucs. C'était resté. Il me disait c'était des clients fortunés. Ça se passait beaucoup sur Londres, tout ça, et c'était genre. Ah ouais, en plus. Ah oui, donc ils te faisaient voyager. Et c'était resté là, soit la semaine, soit le week-end, tu vois. Il m'avait envoyé un long message où il m'avait tout expliqué. Ouais, il t'a fait le business plan Je me suis dit c'est quoi ça? Et du coup, c'était une semaine, plusieurs milliers d'euros par exemple. Ouais, je me souviens plus exactement, mais c'était quand même des chiffres, c'était du 10 000, tout ça, tu vois, quand même. Ah ouais, pour la semaine? Ouais, c'était gros truc. Hein. Après, peut-être que le mec racontait n'importe quoi, mais ça avait l'air crédible dans le message qu'il a envoyé, tu vois. Ouais, et puis de toute façon, c'est vrai qu'on en discutait, mais on a tous les deux, j'ai l'impression, entendu des histoires de gens qui l'ont fait et pour lesquels. Je pense que là où il y a là où il y a les plus gros chiffres, c'est ça, c'est des mecs qui cherchent des mecs, tu vois. Ouais. Je pense que escorte mec, mais pour la gente féminine, ça marche. Ça paye ça moins, va pas marcher autant que pour la gente masculine, tu vois. Ils sont plus prêts à mettre de l'argent, j'ai l'impression. Plus prêts à mettre le billet. Et est-ce que tu as déjà eu des propositions, donc pas forcément en rapport avec ça, mais d'autres où tu aurais pu aller vers ça professionnellement et ça aurait mieux payé? Non, jamais. Non, toi, même les trucs de mannequinat, ça m'intéresse. Enfin, après, je dis pas que je suis bien physiquement, tout ça, mais c'est des trucs qui m'intéressent pas du tout, tu vois. Ouais, un truc à la Luc Rockhold où tu aurais pu faire les deux, ça te chauffe pas? Non, ça m'intéresse pas du tout. Ah ouais, parce que pour le coup, Luc Rockhold, lui, il a le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire qu'il fait des trucs avec Ralph Lauren. Non, mais après, oui, s'il y a des marques et tout plus tard, quand je suis un peu plus connu, ça, c'est pas la même chose, tu vois. Ok, ouais, c'est pas le principe de. Mais ouais, je vais pas aller chercher, moi, aller dans des agences pour faire du mannequinat, tout ça, c'est pas du tout mon délire. Quoi. Ok, ouais, non, je comprends, ok. Mais après, oui, c'est pour des marques, mais ça, c'est une fois que t'es connu, tu vois. Quand t'es pas connu, c'est toi qui dois aller démarcher. Et moi, je vais pas aller démarcher ce genre de trucs. Et de manière générale, dans la vie, quel type de personne est Virgil Haugen? Moi, je dirais quelqu'un de gentil, posé, tu vois. Gentil, posé, tout le temps en train de rigoler. Parce que tu disais que tu es quelqu'un de posé, justement, même dans le sens, la manière dont ta vie est organisée. Tu es avec ta copine depuis que j'ai 17 ans. Depuis que tu as 17 ans, tu en as 26 maintenant, presque 10 ans, donc 9 ans. Et en gros, t'es pas Conor McGregor dans l'esprit, t'es pas gros fêtard, mais qui peut moi, déraper. Je suis quelqu'un de très casanier. Ok, donc si jamais t'as des millions, on te verra pas sur les yachts à Monaco. Non, il y a de grandes chances que non. Et du coup, qu'est-ce que tu kiffes faire dans la vie, même les hobbies et tout ça? Ouais, moi j'aime bien regarder des séries, jouer un peu aux jeux vidéo, tu vois. J'aime bien aller me balader, j'aime bien me promener. J'ai un petit bulldog français, tu vois, je me régale avec, je vais le promener, et puis les petits trucs tranquilles, tu vois. J'aime bien être chez moi, poser avec ma copine, jouer aux jeux, elle joue aux jeux vidéo avec moi, donc j'ai pas besoin de potes, donc parfait. Et si tu devais faire un top 3, parce que donc si t'es plus série, top 3 de tes séries préférées comme ça, parce qu'on en sait beaucoup à propos des gens, avec les séries et les films. La numéro 1 déjà, maintenant ça commence à être vieux, Spartacus, qu'est-ce que j'avais adoré. Blood and Sand. Ouais, Spartacus. Numéro 2 en série, franchement, on va dire, allez, un truc plus animé, Rick et Morty, j'ai pas mal aimé. J'adore. La Rick base. et Morty, ouais, j'adore. Ok. Et en troisième, je sais pas, série, franchement, je sais pas. Après, je suis plein d'animés aussi, j'adore ça. Manga animé, j'adore. Ok. Mais troisième série, après, je sais pas, j'avais bien aimé Game of Thrones, la fin, ça m'avait un peu saoulé. Ouais. Mais, ça c'est un scandale cette fin. Mais... Et Spartacus, c'est. Bon, en même temps, je crois que je connais déjà la réponse parce que la série est juste trop stylée et les gens qui ne la connaissent pas, foncez. Ouais. Mais c'est parce qu'il y a tout, parce que guerre, parce que. Ouais, c'est ça se tabasse. Ouais. Non, franchement, tout ce qu'on aime, c'était trop bien. Ouais, même les acteurs et tout, je trouve que la série, elle était énorme. Ouais. D'ailleurs, acteur qui avait été remplacé puisqu'il était. Malheureusement. Décédé. Décédé au milieu des saisons. Et à côté de ça, du coup. Est-ce qu'il y a d'autres trucs, l'astronomie, la bouffe, comme ça, que les gens se disent, ok, là, on sait tout sur Virgil Haugen. Moi, je suis un gros mangeur. J'aime bien manger. Tu sais, le soir, je rentre chez moi, il faut que je fasse un bon repas, tu vois. J'aime bien me poser, manger, il faut qu'il y ait la télé. C'est vraiment important, les bons repas. Donc, j'aime beaucoup la nourriture. Donc là, c'est dur. Oui, parce que donc là, on est au moment de cette interview, c'est en plein cut, puisque la pesée est demain. Ouais. Et donc là, c'est restriction à mort. Restriction. Mais par contre, du coup, ce qui est marrant, c'est que tu disais, en revanche,
Donc restriction à mort, mais par contre tu passes ton temps à regarder de la bouffe sur ton portable. Ouais, bah tu sais, c'est comme je te disais tout à l'heure, je me fais avoir par l'algorithme des réseaux. Hein. Je suis sur TikTok un peu pour passer le temps. Ils me mettent une vidéo de bouffe, je la regarde et après bah, j'ai que ça et je les regarde jusqu'au bout à chaque fois. Ouais, mais j'aime bien, tu vois. Je sais pas, bizarrement j'aime bien. Et dernière question, tu parles des réseaux et aussi du fait que tu es depuis très longtemps avec ta copine. Là, est-ce que c'est pas que ça te fait peur, mais le côté, si jamais ça explose pour vous et pour toi et pour Axel, c'est pas la jet set, parce que le mot, déjà j'ai l'impression d'être un boomer quand je dis ça, mais tous les à côté, les propositions, le monde un petit peu de la fête, etc. Ça, c'est un truc, tu connais en plus un petit peu, puisque tu as été toi-même dans... j'ai travaillé un peu la nuit. Tu as travaillé un peu la nuit. C'est un truc... Est-ce que tu as peur que soit ton ego ou que de plonger là-dedans, ou c'est non, toi t'es trop casanier, t'as ton truc? Non, justement, comme tu dis, moi je suis trop casanier. Et puis, tu sais, c'est un peu ma force aussi, c'est ma stabilité, tu vois. D'avoir une relation stable comme ça, et puis on a un peu grandi ensemble. Donc non, pour moi c'est une grosse force et je pense que ça vacillera pas. Et ça c'est stylé quand même. Et du coup ça veut dire que vraiment vous êtes ensemble depuis tout ce temps-là, depuis 9 ans. Et on se connaît depuis petit en plus. Ben oui, parce que tu racontais que... je vais te laisser raconter, mais en plus du coup t'avais des vues sur Madame depuis déjà tout petit. C'est ça, j'avais des vues, mais moi j'ai grandi tard, j'ai une poussée de croissance tardive. D'ailleurs j'étais dégoûté, je me disais... moi je veux être grand et fort, pourquoi je grandis pas, Et j'ai une poussée de croissance hyper tardive en fin de 3e seconde. Et elle était déjà grande, mais sa famille et ma famille en fait étaient amies. Nos 2 petites sœurs étaient meilleures amies depuis l'école primaire. Et du coup... T'avais déjà un angle quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup on les voyait souvent. Après ils ont déménagé justement sur Nice. Et on les voyait régulièrement les étés ou quoi. Et elle en plus, elle avait sauté une classe. Moi, j'avais redoublé. Du coup, même, elle n'avait pas fait gaffe, elle pensait même que j'étais plus petit. Et quand on a eu 17 ans, là, j'avais grandi, ça y est. Et donc t'étais déjà un peu plus intéressant aussi. Ouais, c'est ça. et j'ai tenté, et puis depuis, on est ensemble. Et quand tu dis du coup que elle est vraiment importante au point où pour toi, ça fait expression bizarre et un peu une expression à la mormoine, mais c'est vraiment un rock pour toi dans le sens, t'as besoin qu'elle soit là aussi? Ouais, après, tu sais, c'est pas besoin en mode je rentre, il faut qu'elle me parle, tout ça, mais c'est en fait, c'est mon petit univers, ma stabilité, tu vois. On a notre vie, c'est comme ça, et puis tu sais, je suis pas toute la journée en train de parler à des meufs, tu vois, c'est stable, j'ai ma relation. Ouais. Donc, moi, ça me va très bien comme ça, tu vois. Et toute dernière question, et quand tu dis que tu étais dans le monde de la nuit, tu faisais quoi exactement? J'ai fait videur. J'ai fait videur surtout dans des lounges, comme ça je finissais à 2-3 heures, tu vois, et je pouvais m'entraîner le lendemain. J'ai fait de temps en temps boîte de nuit, et je fais la sécu le soir. Et alors c'est comment, c'était c'était à Nice? Ouais, c'était à Nice, autour de Nice, Antibes. Être videur à Nice, Antibes et tout ça? Parce qu'en plus là, ça fait la fête encore plus. Ouais. Bah, tu sais, le monde de la nuit, c'est particulier. Hein. Les gens, ils sont dans un état second. Tu vois tout le temps des trucs bizarres, tu vois. Mais j'ai travaillé quand même dans des établissements où j'avais la chance, il y avait quand même une assez bonne clientèle. Après, il y a toujours des histoires. Hein. Il y a des petites histoires, mais quand t'es videur, le but, c'est justement d'éviter qu'il y ait des bagarres. Donc, c'est ce que j'essayais de faire au mieux, tu vois. Donc c'est ça, un bon videur, c'est quelqu'un qui est justement capable de faire qu'il n'y ait pas de bagarre, plutôt que quelqu'un qui est bon à la bagarre. De temps en temps, t'es obligé, tu sais, quand ils sont bourrés, les gens, ils comprennent pas, tu vois. De temps en temps, t'es obligé au moins de l'attraper un peu, qu'il y ait un petit contact physique, parce qu'à la parole, ça marche pas. Tu vas répéter 10 fois la même chose, mais le mec, il est bourré, il comprend rien, donc t'es obligé d'avoir des petits gestes physiques. Mais alors du coup, là, tu as l'air d'être la personne top 3 la plus chill de France. Comment est-ce que fait Virgil Haugen quand il faut mettre un coup de pression à un mec? Comme Virgil Haugen quand il combat. Hein. Et regarde, je suis pas la même personne. Enfin, je suis la même personne, mais souvent on me dit mais t'as l'air tellement méchant quand tu combats comparé à quand on te parle en vrai, tu vois. Voilà, comme ça. Et c'est quoi le plus gros coup de pression que tu as dû mettre à un mec en tant que videur? Gros coup de pression, je sais pas, mais moi, ce que j'aimais bien faire, c'était étrangler quand vraiment le mec il commençait à mettre des coups de poing dans tous les sens, tout ça. Et pour éviter d'avoir à le frapper, tout ça, j'étranglais. Il tombait il tombait inconscient. Ah oui, tu le prenais en... Ouais. Ok. Je tirais le bras, je prenais, j'étranglais, il tombait inconscient, on l'allongeait. Puis quand il se réveille, ils sont beaucoup plus calmes, tu vois. Ça, j'ai fait 3-4 fois, ouais. C'était ton move préféré, du coup? Ouais. C'est le move quand les mecs ils sont vraiment trop agités, tu vois, qui font n'importe quoi et que t'as pas envie de cogner forcément. Ou alors,
la plupart du temps, quand ça commence à s'exciter, tu sais, le mec, tu lui mets juste un espèce de raffut fort ici ou quoi, et il va se stopper, tu vois. Et ça, est-ce que du coup, toi, ton expérience en tant que videur, c'est réel que la plupart des gens, ils sont prêts à et ils en font des caisses parce qu'ils veulent te montrer qu'ils sont là et qu'ils sont pas contents, etc. Et que quand il y a le premier véritable échange physique, en fait, ils sont comme des poules devant des impressionnant, c'est impressionnant. Des trucs, mais c'est exactement ça. 99% du temps, c'est ça. Les mecs, ils vont l'ouvrir. Une fois, il y avait un mec, c'était dans le casino, il était dans le casino, et il faisait du shadow partout. C'était ouais, champion de France de boxe anglaise, j'étais un champion de France de boxe anglaise, il arrêtait pas. À un moment, je le sors, et je vais pour le sortir, et il commence à me faire comme ça, avec le bras, tout ça, et je l'attrape, je l'étrangle contre le mur, et là, le mec, comme ça, il s'était tétanisé, et je le sors, et plus rien, tu vois. Ou des mecs, une fois, un collègue à moi qui claque un mec qui était là, ouais, je sors de prison, il était au bar. Cicatrice et tout, il disait qu'il sortait de prison, tout ça, et il se prend une claque et plus rien, tu vois. C'est que 99% du temps, c'est que de la bouche, tu vois. Mais il faut quand même se méfier parce que dès que tu commences à aller dans la confrontation physique, dans des trucs extérieurs comme ça, tu sais comment ça commence, tu sais jamais comment ça finit. Ouais. Donc il faut toujours faire attention, mais des fois, t'es obligé malheureusement, tu vois. Il y a des moments où tu t'es fait peur un petit peu avec des histoires où justement ça escalade et... Moi j'ai jamais eu, après à chaque fois que même le mec tu vas aller le sortir ou quoi et demain tu vas voir, je vais te retrouver, je vais te crever, ça aussi ça arrive jamais, donc non, moi j'ai jamais eu de peur. Ça c'est jamais arrivé, un mec qui dit je vais te retrouver et qui me retrouve. Tu le une fois aux courses, ouais. Une fois ouais, j'avais sorti un gars. Et je fais mes courses à Carrefour, je sortais l'entraînement en plus, j'étais en tongs et tout, je fais mes courses à Carrefour et le mec il arrive avec 4-5 mecs, je sais pas s'il savait ou si c'est une coïncidence comme ça, au rayon, je m'en souviens c'était au rayon boisson, il arrive avec 4-5 mecs comme ça, il me dit ouais tu te souviens hier tu m'as sorti tout ça. Et moi je le regarde, en plus le mec il n'était pas impressionnant, c'était un mec qui faisait 70 kilos, tu vois. Et je dis oui, je me souviens hier, mais tu t'es excusé, il n'y a pas de souci devant ses collègues. Et il me dit ouais, c'est vrai, allez, c'est bon, et il me serre la main, il part. Mais je sais pas si à la base il voulait me mettre un coup de pression, mais même je me suis dit attends, le mec, comment il sait. Enfin, c'est quand même une coïncidence de fou, tu vois. En plus, il est en groupe avec des gens, tu vois. Je me suis dit est-ce qu'il m'a suivi, tout ça. Et après, j'ai pas eu de news là-dessus, donc. Et du coup, dans les confrontations que tu as, est-ce que le truc qu'on dit de quand tu montres que tu n'as pas peur et que tu as confiance, ça c'est pareil. Donc tu as parlé des premières confrontations physiques qui changent complètement la donne et les gars changent d'attitude. Est-ce que ça, tu parles de cette anecdote-là dans le rayon boisson au supermarché, ça c'est un truc, même en tant que leader, tu l'as vu aussi? Ah ouais, bah en fait, c'est l'intention. Si t'as pas de réelles intentions, ça marche pas, tu vois. Si t'es pas sûr de toi, puis si t'es pas capable de faire ça, tu vois, ça marche pas. Moi j'ai déjà même avec des potes ou quoi, ils avaient des histoires ou quoi, je leur disais fais ça, mais ça sert à rien parce que si la personne elle est pas comme ça va pas marcher, tu vois, il aura pas les réelles intentions, si lui n'y croit pas, ça passera pas, tu vois, le mec inconsciemment il va le sentir. Donc non, faut être sûr de toi à 200% quand tu lances un truc. Ouais, et ça vient par la compétence, dans le sens la raison pour laquelle toi t'es comme ça, c'est aussi que tu sais parce que par ton entraînement et parce que t'as déjà fait des sparring, t'as pas à craindre trop entre guillemets quoi en faire un contre un. Après ça dépend des personnalités aussi, tu vois, je pense. Ça dépend des caractères, des personnalités, mais moi après j'ai toujours été comme ça, tu vois. Moi je suis toujours en mode la mort avant le déshonneur. Si quelqu'un me parle mal et que j'ai rien dit, je vais rentrer chez moi, je vais devenir fou, je vais péter un câble, tu vois, c'est pas possible. Donc je fais en sorte que ça n'arrive jamais, tu vois. Ouais. Dernière question et c'est terminé. Quel est ton personnage préféré dans Spartacus? Crixus. Ouais, j'hésitais entre Crixus et... Ah zut, comment il s'appelle le Gaulois avec deux glaives? Mais lui, il était que dans... Il est à partir de la deuxième ou de la troisième. Ouais. Il n'était pas tout le temps. Je sais plus le nom. Non, mais moi, c'était Crixus. Crixus, j'adorais. En plus, il a un arc narratif qui est vraiment stylé, le personnage. Et puis bien brutal, bien fou. Ouais, il était Crixus, était... Mais ouais, là, c'est Crixus et Spartacus quand ils arrivent à mettre en PLS Théocolès. Ouais, c'est les deux en même temps. Oh là là. Les gars, il faut que vous allez regarder Spartacus. Les effets spéciaux, ça va faire mal aux yeux, mais faites passer. Encore ça va, hein, franchement. Pour la date qu'a la série, je trouve. Ouais, mais je me souviens que même à l'époque, j'étais en mode le fond vert, tu le sens tellement salement là. Ouais.
c'est clair. En tout cas, Virgile, merci beaucoup. Merci C'était à un toi. plaisir. Et puis, Plaisir partagé. et donc voilà, pour tous ceux qui veulent suivre Virgile à partir de maintenant, de toute façon, les réseaux sociaux, mais juste ne lui faites pas de propositions bizarres, c'est tout ce qu'il demande. Et puis, Virgile, merci infiniment. Et puis, Merci à toi à la prochaine. et au plaisir.